Rodolphe Carte, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes accueilli par les trompettes du grand entretien de Bon Matin. Bonjour Liselotte. On vous reçoit pour parler de votre dernier ouvrage, De quoi Louis Sarkozy est-il le nom, aux éditions Perspectives Libres. Voilà, alors j'espère que les auditeurs le voient bien. Vous vous êtes intéressé à la figure de Louis Sarkozy, Rodolphe Carte, mais peut-être même au-delà de ça, au phénomène Louis Sarkozy. Est-ce que le mot serait juste pour en Oui, parler? oui, exactement. En fait, il y a trois motivations qui m'ont poussé à écrire sur lui. Tout d'abord, le fait qu'il a quand même un nom qui porte en France. On s'est toujours intéressé aux dynasties politiques. J'ai même envie de dire, par exemple, les dynasties aux États-Unis avec les Roosevelt ou les Kennedy. En France, on a eu les grandes dynasties avec la monarchie. On a aussi même des dynasties républicaines. Je pense aux Carnot, aux Debré. Et aujourd'hui, disons qu'on a encore des dynasties comme les Duhamel ou les Sarkozy. Bon, on a un peu peut-être Hum, descendu d'un cran. Mais oui, voilà, donc quand on a un fils d'eux qui sort un peu comme ça et qui émerge sur la place publique, c'est vrai que c'est toujours assez intéressant à mon avis. Donc là, j'ai essayé de faire une analyse pour voir dans quel contexte familial il a baigné, dans quel environnement intellectuel aussi. Et puis ensuite, je pense qu'il a un rôle à jouer aujourd'hui dans une volonté de reconfigurer la droite. On sent qu'il y a toujours cette lente ascension du RN vers le pouvoir et aujourd'hui, le gouvernement central cherche à se maintenir encore une dernière fois, justement. Et je pense justement qu'il a un rôle à jouer comme ça dans cette reconfiguration de l'échiquier politique en France. Et enfin, il y a une question un peu plus, comment dire, profonde, peut-être qui viendra dans les années à venir. C'est vraiment aussi un débat intellectuel de la droite. Qu'est-ce que la droite? Vers quelle droite allons dans les années à venir? Donc voilà, je pense que c'est les trois niveaux de lecture qui m'ont poussé à écrire sur Louis Sarkozy. Alors, on va justement essayer de balayer tout ça dans le temps qui nous est imparti. Commençons par ses origines, son parcours, l'ambiance familiale et les amis de la famille donc avec lesquels il a grandi, cette ambiance dans laquelle il a baigné. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ça se ressent dans la figure de Louis Sarkozy, cette influence donc à la fois de sa famille, de son milieu social et puis aussi juste de son parcours, notamment aux États-Unis? Oui, tout à fait. Justement, Peggy avait une belle phrase en disant que tout était joué avant qu'on ait 12 ans. Et c'est vrai que Louis Sarkozy, comment dire déjà, moi je me suis intéressé à ses parents, donc Nicolas Sarkozy, notre cher président regretté. Et c'est vrai qu'il nous a laissé comment dire, un souvenir un peu négatif, si je puis dire. Vous savez, Imari Jon disait Sarko l'américain. Et c'est vrai qu'il y avait déjà à l'époque, sous la présidence Sarkozy, un tropisme vers les États-Unis. Et justement, Louis Sarkozy a la double nationalité. Il a fait une école militaire américaine. Donc là, on voit encore qu'il y a vraiment un moule. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, j'ai retrouvé dans un article belge une description de ses tatouages. Et on retrouve, par exemple, parmi ces tatouages, une scène de la Révolution américaine ou une citation du philosophe John Locke, qui est un philosophe anglais. Donc c'est vraiment voilà, dans ce bain intellectuel qu'il a baigné. Et aussi, ce qui est intéressant quand on analyse sa famille, sa mère, donc Cécilia Attias, c'est aussi les pièces rapportées, parce que ses parents sont Ouais. divorcés et ils ont eu de nouveaux conjoints. Et par exemple, si on prend les femmes dans sa famille, c'est vrai qu'il y a un point commun entre les deux, c'est la détestation du peuple historique. Cécilia Attias, elle s'était fait connaître pour une phrase dans Libération, je suis fier d'avoir aucune goutte de sang français. D'accord, c'était intéressant. Et de l'autre côté, Carla Bruni, je veux dire, je suis retourné lire le grand livre de Patrick Buisson, La cause du peuple. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote qui est assez intéressante. Donc à l'époque, on est au moment vraiment de l'explosion du film Bienvenue chez les Ch'tis, qui a un vrai succès populaire. Et à l'époque, il y a comme ça un petit dialogue entre Nicolas, Patrick Buisson et Carla Bruni. Et Bruni revient sur ce succès et critique l'appétence des Français populaires justement pour cette France d'avant, si je puis dire. Et elle dit même que l'immigration est un bienfait pour la France parce qu'elle va régénérer le sang pourri des vieux Français. Donc vous voyez, là aussi, il y a encore quelque part des ressemblances. Et aussi, le dernier personnage intéressant de cette famille, c'est Richard Attias. Donc ça, c'est le nouveau mari de Cécilia Attias. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un profil très cosmopolite. C'est un homme d'affaires marocain et qui fait de l'affaire et qui fait de la mise en relation partout dans le monde. Donc vous voyez, c'est vraiment là cet univers très cosmopolite, très international, justement, qui a influencé Louis Sarkozy. Alors bien évidemment, on n'a pas comment dire, à payer pour sa famille ou pour ce genre de choses, mais il n'empêche, ça a quand même, oui, influencé le personnage, à mon avis. Mmh. Est-ce que vous pensez que, de le revers de enfin de l'autre côté, Louis Sarkozy a aussi pu être influencé, par, son père qui lui-même fut un temps, s'est laissé influencer par Patrick Buisson justement? Oui, mais on retrouve, oui, une dimension, parfois, oui, des prises de position, on va dire,
un peu de droite, conventionnelle. Et c'est vrai que là-dessus, bah, lui, d'ailleurs, dans cette reconfiguration de la droite, il s'inscrit comme un éditorialiste libéral conservateur, somme toute classique. Donc on va retrouver dans son discours une critique de l'État, une critique de la bureaucratisation, ce qui n'est pas forcément un mal pour le coup. Mais c'est vrai que derrière, on va ressortir, pour reprendre, comme vous l'avez dit, les trompettes au début de cet entretien, les trompettes, vous savez, de l'assimilation par l'armée, par l'école. Or, aujourd'hui, on sait que ce discours, il est un peu en décalage. On est déjà trop tard. Le flux et le stock est tellement important qu'en fait, on ne pourra pas refaire des petits Français à la chaîne via l'armée et l'école, malheureusement. Donc voilà, il est vraiment sur un logiciel, j'ai envie de dire, un peu périmé. Et d'ailleurs, aussi, d'un point de vue international, là aussi, on retrouve encore toutes les positions libérales conservatrices, somme toute classiques en Europe, c'est-à-dire un soutien inconditionnel à Israël. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître. Sur LCI, il avait fait une déclaration, peut-être que vous en souvenez, qu'ils crèvent tous. Là-bas, Israël fait le travail de l'humanité. Bon, c'est ses positions. Et sur la guerre russo-ukrainienne, il a une position aussi très pro-Ukraine. Là aussi, c'est intéressant parce que pendant la campagne Trump, enfin, en tout cas la dernière présidentielle américaine, ça avait été un vrai soutien de Trump, pour le coup. Donc Mm. là, c'était intéressant. Mais depuis que Trump a repris des relations ou a essayé voilà, d'avoir des relations, on va dire, plus calmes avec la Russie, bah, justement, Louis Sarkozy s'est détaché. Et il est revenu dans une critique de Trump, notamment vis-à-vis de ses positions de l'Ukraine. Donc là aussi, c'est intéressant de voir aussi son cheminement intellectuel de mois en mois, pour le coup. Est-ce qu'il essaie pas aussi de marquer une rupture avec les États-Unis, justement dans le but de pouvoir s'engager politiquement en France, ayant conscience que ça peut être, un frein dans les mentalités de se dire finalement, Louis Sarkozy, c'est, un Américain de cœur et donc, on n'a pas forcément envie de le voir jouer, de rôle particulier dans la politique française? Oui, oui, bah ça, c'était déjà une grosse critique qu'on avait émise contre son père. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur ce livre, je me suis aussi replongé dans les articles de l'époque, donc on va dire des années 2000 à 2010. Et c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, pour son père, je ne savais plus que son père avait été dénoncé par le scandale Wikileaks. Vous savez, c'était les câbles qui étaient sortis, le scandale Wikileaks. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait appris que l'ambassade américaine misait déjà à l'époque sur Sarkozy, bien avant qu'il soit élu président, parce qu'à l'époque, il était vu vraiment comme une personnalité pro-américaine. Déjà, il était critique du discours, vous savez, de 2003 sur l'intervention en Irak qu'avait fait Dominique de Villepin. Donc voilà, il y avait déjà à l'époque, comment dire, une volonté des États-Unis de miser sur la famille Sarkozy. Mmh. Alors lui, aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, il essaye un peu de s'en départir, justement, pour avoir un destin peut-être plus national, ou en tout cas français. Mais il y a quand même des attaches intellectuelles. C'est vrai qu'il cite souvent Churchill, Lincoln, Grant. Donc il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, un univers mental. Alors moi, je lis beaucoup ses articles sur Valeurs Actuelles parce qu'il est devenu un nouvel éditorialiste de Valeurs Actuelles. C'est vrai qu'il essaye de retourner sur un tropisme un peu plus français, mais il n'empêche, j'ai envie de dire, et la formation reste plutôt anglo-saxonne, si je puis dire. De ce que vous avez pu percevoir de lui, est-ce que vous pensez que la France est un choix par défaut? Parce qu'il le dit lui-même, en fait, aux États-Unis, il n'aurait pas pu accéder à la Maison Blanche étant justement français. Donc est-ce qu'il y a peut-être, est-ce que ça a été l'élément déclencheur dans le choix du pays auprès duquel il a souhaité s'engager politiquement? Oui, il y a pas de ça. Bon, je vais pas lui reprocher d'être opportuniste. En politique, on sait que c'est un trait qui est partagé par beaucoup de monde, et bien évidemment. Mais oui, bon, je pense qu'il a plutôt un attachement sincère, même si Ouais. le livre que j'ai écrit est un livre critique et offensif envers sa personne, bien évidemment. Il faut quand même lui reconnaître certaines qualités. Et je pense là-dessus qu'il y a un amour sincère. Mais bon, comme je vous l'ai dit, euh, là, on est vraiment dans un chaos politique en ce moment, amené par Macron. On sait qu'avant l'alternance UMPS, qu'on avait bien connue à partir de l'élection de 2017, où on a vraiment ce gouvernement central, où on a les deux extrêmes centres qui se sont rassemblés derrière la figure de Macron, on sent qu'aujourd'hui, bah, il est, comment dire, défaillant. Ou en tout cas, il est vraiment sur le point de sombrer. Donc, on a besoin, bah, comme ça, de coaliser toutes les forces. Et lui, à mon avis, bah, il sert à fixer ce socle droit de l'extrême centre pour pas qu'il parte vers le RN et qu'on arrive dans cette alternance gouvernement central, Rassemblement national. Donc lui, à mon avis, c'est le jeu qui va actionner dans les années à venir. Et d'ailleurs, avec son père, il joue un tandem assez intéressant parce que si le père a plutôt parié sur Darmanin, lui a parié sur Retailleau. Et les deux se font les VRP de l'un et de l'autre. Donc Mmh. là aussi, c'est assez intéressant. Alors, on va revenir là-dessus, mais justement, alors aujourd'hui, nos partis politiques et même nos figures politiques doivent systématiquement se positionner par rapport au Rassemblement national qui s'est vraiment imposé dans le paysage politique français. Quelle serait la position de Louis Sarkozy vis-à-vis du Rassemblement national? Bah, là aussi, c'est assez intéressant parce que
quand Valeurs Actuelles a sorti sa nouvelle formule il y a quelques mois, ils ont fait leur une sur Bruno Retailleau en titrant «Et si c'était lui?» Mmh. Et d'ailleurs, Louis Sarkozy fait son édito de fin en disant comment être de droite? Et c'est vrai qu'on a vu à travers différents articles dans le JDD ou d'autres médias qu'il y a eu des rencontres entre Bruno Retailleau et Louis Sarkozy. Et Louis Sarkozy, c'est vraiment, j'ai envie de dire, son candidat favori. Et là aussi, oui, il faut vraiment aller lire pour le coup, même nos adversaires et nos ennemis parfois. Et moi, je suis allé lire des articles d'Aquilino Morel. Aquilino Morel, c'était le conseiller à l'époque de François Hollande. Et lui, justement, il revient sur les raisons du vote Rassemblement national. Il explique succinctement, il dit c'est le fait de la désindustrialisation, du déclassement de la classe moyenne, de l'immigration de masse, de l'insécurité culturelle et d'une Europe, enfin ou en tout cas d'une France qui se fédéralise de plus en plus dans l'Union européenne. Et il dit à l'époque, le seul personnage politique des dernières années qui a, ralenti l'ascension du FN et maintenant du RN au pouvoir, c'est Sarkozy en 2007 avec l'élection et la fameuse ligne Patrick Buisson. Et il dit aujourd'hui, il faut faire émerger un nouveau Sarkozy pour justement essayer, euh, le vote de droite aujourd'hui, il est scindé entre les classes populaires et les classes moyennes qui votent Rassemblement national. Je pense qu'elles reviendront jamais dans des gouvernements centraux. Mmh. Et une partie, justement, si vous voulez, des classes supérieures, des cadres du tertiaire et des retraités qui votaient encore LR, mais mine de rien, qui commencent de plus en plus à se déporter. Je crois que la semaine dernière, la Fondation Jean Jaurès a sorti justement une étude assez intéressante en montrant que même chez les seniors, alors qu'on sait que c'était un bastion imprenable avant pour le RN, il Ouais. commence à se développer un vote. Donc là, le gouvernement central commence à se dire si ce socle électoral bascule chez au RN, là, ils deviendront véritablement le prochain gouvernement ou en tout cas le prochain parti qui l'emportera. Et donc, il faut fixer absolument cet électorat pour pas qu'il parte au Rassemblement national. Et à mon avis, une partie de ces éditorialistes comme Louis Sarkozy ou des candidatures comme Bruno Retailleau servent à capter cet électorat pour pas qu'il file comme ça dans les partis, on va dire, nationaux populistes, pour faire simple. Et sur quelle thématique, justement, une figure comme Louis Sarkozy pourrait retenir ses électeurs? Bah, c'est vrai que on a vu, mais là, j'ai envie de dire, c'est même un phénomène qui est transversal à l'Europe. Par exemple, vous prenez la question de l'immigration. Le gouvernement allemand, le gouvernement italien se montrent très dur contre l'immigration illégale dorénavant. Et à mon avis, c'est vrai que c'est un bienfait, mine de rien. Mais par contre, vous voyez que sur l'immigration légale de travail, là, par contre, ils sont beaucoup plus laxistes, ou en tout cas, ils continuent d'ouvrir les vannes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le dernier chancelier Scholz en Allemagne, il y a quelques mois, il avait fait des déclarations très dures contre l'immigration illégale. Mais par contre, de l'autre côté, il signait des accords justement pour faire venir des travailleurs dits qualifiés du Kenya, de l'Ouzbékistan ou de la Géorgie. Donc vous voyez, une partie du gouvernement central plutôt à droite dans les années à venir vont essayer un peu de nous vendre la soupe comme ça, si je puis dire. C'est-à-dire ils vont se montrer très durs contre l'immigration illégale et ça c'est très bien, mais par contre on va voir que derrière l'immigration, les vannes de l'immigration légale vont s'agrandir, si je puis dire. Et d'ailleurs dans ce livre, je prends l'exemple américain parce que tout dernièrement il y a eu un exemple à mon avis qui a été vraiment démonstratif de cette scission au sein de la droite. C'est, vous savez, le cas des fameux visas H1B. Les visas H1B, pour nos auditeurs, en fait, il faut expliquer, c'est des visas pour faire venir des travailleurs, on va dire, qualifiés plutôt type ingénieur dans le pays. Et à l'époque, c'est vrai que la Silicon Valley était beaucoup demandeur des ingénieurs indiens, par exemple. Et justement, il y a eu une opposition au sein du camp MAGA, donc au sein du camp Trump, entre deux visions de droite, une vision plutôt libérale, on va dire vraiment patron de la Silicon Valley, contre les ethno-différentialistes, ou en tout cas les ethno-nationalistes, qui eux disaient non, on veut ni d'immigration illégale, ni d'immigration légale, on veut justement continuer à fabriquer des ingénieurs américains, Mmh. blancs, WASP, si vous voulez. Donc là, à mon avis aussi, c'est peut-être une opposition qu'on pourra avoir dans les années à venir, parce que il y a eu aussi une affaire Louis Sarkozy, si je puis dire. Est-ce que vous avez 2 minutes? Je vais Oui, l'expliquer, oui, parce allez-y, allez-y. elle est assez intéressante pour le coup, parce que quand on a essayé de nous vendre Louis Sarkozy, on a eu quelques échauffourées sur les réseaux à partir de deux de ses déclarations. La première de ces déclarations, c'est qu'au moment de la campagne Trump, il avait dit les partis de droite en France et en Europe doivent s'intéresser à la campagne Trump parce que c'est vraiment la campagne qui gagne. Et il avait fait notamment, un comparatif entre d'un côté les latino-américains,
qui, il est vrai, Trump avait réussi à ramener vers lui, et de l'autre côté, les électeurs musulmans. Il disait justement, si on a un discours dur sur le côté conservatiste, assez offensif sur les woke, on arrivera à faire voter les musulmans en Europe et en France pour les partis conservateurs. Moi, je trouvais déjà que le Ouais. comparatif était assez osé. Et la deuxième, et vraiment la dernière salve qui a irrité comme ça le camp national, c'est dans un entretien pour le JDD, il avait dit il faut que Mohamed devienne un prénom français. Moi, dans 4 siècles, si le peuple français a la couleur de mon café, mais qu'il boit du vin et qu'il paye ses impôts, je m'en fiche. Donc là, vous voyez, il y a quand même des différences doctrinales très dures entre une droite, on va dire plutôt différentialiste, attachée à la nation et à la notion de peuple historique, et de l'autre, une droite plutôt libérale, même si elle peut être dure sur les questions de sécurité ou de ce genre de choses. Et ça va être Mm. vraiment probablement la question qui va faire débat dans les années à venir, à droite, et il est possible qu'on vive justement ce déchirement de la droite sur cette, question de ce qu'est l'identité, française, Rodolphe Exactement. Hart. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro de la revue Éléments, il y a Gabriel Pignès, un collaborateur, qui revient sur la voie illibérale de Trump. C'est vrai qu'on voit beaucoup émerger cette notion d'illibéralisme. Et il montre très bien que l'illibéralisme s'oppose au conservatisme. Le conservatisme, tel qu'on l'a connu dans les pays anglo-saxons, comment dire, il se porte très bien dans les institutions, mais médiatiques, gouvernementales, juridiques, alors que vraiment l'illibéralisme et le second mandat Trump ont pris à bras-le-corps la question de s'opposer justement à ces institutions, de vraiment mener le combat contre les juges rouges, Ouais. et via aussi bien évidemment le DOGE, vous savez, le commissariat de Musk. Et donc, à mon avis, c'est plutôt la voie sur laquelle il faut aller dans les années à venir, parce que si on arrive au pouvoir, si les partis nationaux populistes arrivent au pouvoir en France et en Europe, il faudra, à mon avis, vraiment qu'ils nettoient les écuries d'Augias au niveau de la magistrature, au niveau des grands médias aussi, de ce genre de choses. Donc, à mon avis, c'est plutôt vers cette voie qu'il faut aller. Et d'ailleurs, les conservateurs, si je puis dire, depuis plusieurs décennies, ils enchaînent défaite sur défaite. La défaite sur le mariage homosexuel, sur la GPA, la PMA, et demain sur l'euthanasie. Mmh. Alors que vraiment un discours illibéral qui s'assume s'oppose à cela. On le voit avec le second mandat de Trump. Donc là aussi, ça nous donne quelques indications dans les années à venir, je pense. Alors, précisément, Louis Sarkozy, lui, est plutôt libéral. C'est le genre de sujet qui ne le gênerait pas, et enfin, même très largement. Et dans les détails, il explique que, par exemple, lui, ça ne le dérange pas vraiment que on puisse prendre de la drogue dans son appartement, et puis que voilà, ensuite, chacun fait ce qu'il veut tant que ça concerne son corps, il est à peu près libre. Est-ce Il que est vous pro-GPA aussi, par Voilà, exemple. c'est Ouais. ça. Est-ce que vous pensez que de telles postures, politiquement, sont vraiment stratégiques pour l'avenir? Reprenons encore l'exemple américain, si vous me le permettez, Ouais, Liselotte. c'est à propos, puisqu'on a compris que Louis Sarkozy était quand même, assez sensible au sujet américain. Pendant la dernière campagne américaine, vraiment, moi, le vitalisme américain m'a beaucoup impressionné et intéressé. Moi, je suis très français, très européen, et évidemment qu'on n'a pas un Singer, et d'ailleurs, on m'attaque parfois sur mes positions, quelque part, très critiques des États-Unis, parce que j'ai la tradition de la nouvelle droite et du nationalisme français sur ce point. Mais donc, à mon avis, Trump nous a quand même donné une leçon dans la dernière campagne. C'est vraiment ce vitalisme qui s'assume. Vous savez, c'était tout, comment dire, ces edits, ces vidéos très rapides qu'on retrouvait sur les réseaux. On voyait toutes les valeurs qui parlent aux Américains. Donc des valeurs, je sais pas, on voyait des films comme Top Gun, Rocky, ensuite des images christiques. Vous voyez, bon, c'est un Mmh. mélange qui nous étonne toujours en tant que Français. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment comment dire, une culture intime d'un peuple. Et à mon avis, nous, il faut qu'on se réclame aussi de cette culture et qu'on arrive à réinventer des formes dans la bataille culturelle. Et c'est vrai que il faut s'assumer sur ces combats. On n'a pas à être les cinquièmes roues du carrosse du progressisme en validant à chaque fois les avancées sociétales qu'ils ont produites, qui pour nous ne sont pas des avancées justement. Mmh. Donc là-dessus, il faut vraiment avoir un discours clair d'opposition. Et c'est vrai qu'une partie des libéraux sont très perméables au progressisme ambiant, notamment sur les questions sociétales. Et c'est peut-être là qu'on a, à mon avis, euh, comment dire, oui, des critiques à faire prévaloir vis-à-vis de ce camp. Et c'est pour ça qu'une voie illibérale dans les années à venir pourra être intéressante, à mon avis. Rodolphe Cart, on reste avec vous encore quelques minutes pour parler donc de votre dernier ouvrage que je recite pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de route. De quoi Louis Sarkozy est-il le nom? L'impasse de la droite libérale conservatrice. C'est aux éditions Perspectives Libres. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer, chers auditeurs. Et puis ensuite, j'annonce comme le programme, on parlera d'Union européenne et d'ONG avec Anselme Boussuge et Virginie Joron. Rodolphe Cart, on continue et parlons d'Union européenne, tiens, puisque c'est le sujet ensuite.
Comment se positionne Louis Sarkozy vis-à-vis de cette Union européenne? On a compris qu'il semble en tout cas, enfin, vu tout ce que vous nous dites, ça semble assez logique qu'il, s'en sente assez proche, en tout cas qu'il veuille, s'en servir. Aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup de Français qui finissent par afficher une certaine défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Le Frexit n'est pas encore, un thème, accepté par tout le monde. En revanche, cette défiance, se généralise. Elle se généralise et j'ai même envie de dire partout en Europe. Mmh. Là encore, moi, les partis ou en tout cas les réveils identitaires et populistes qu'on retrouve par exemple en Roumanie ou même en Allemagne, par exemple, via l'AfD, bah là, comment dire, ils m'intéressent. Mais c'est vrai qu'on retrouve partout les mêmes effets parce qu'on retrouve aussi les mêmes causes, tout simplement. Au 19e siècle, quand vraiment les nations européennes prennent corps, elles prennent corps, comment dire, sur différents constats. Tout d'abord, c'est la reconnaissance d'un peuple ethnoculturellement homogène un peu partout. On se déclare français parce qu'on se retrouve français, parce qu'on sait qu'on est français. C'est vrai qu'à l'époque, la nation civique et la nation ethnique correspondent plus ou moins bien, on va dire. Ensuite, on a, comment dire, un remplacement d'élite où l'élite ne se fait plus par le sang, via les aristocraties, mais par le mérite. C'est les fameuses bourgeoisies qui montent. On a aussi à l'époque une classe montante moyenne, enfin en tout cas une classe moyenne qui commence à monter, à prendre de l'ampleur dans les sociétés. Et vraiment, la démocratie libérale, le modèle en tout cas de la démocratie libérale qu'on connaît bien en Europe, il s'est vraiment construit sur cette classe moyenne votante. Et enfin, le troisième point, bah, c'est qu'à l'époque, on a des économies productives. On a la révolution industrielle, on a partout des corps industriels qui commencent à émerger en France, en Europe, en Italie. Et donc, on a vraiment comme ça un contrat social qui n'a pas été écrit, bien évidemment, mais sur lequel vont se construire les nations. Et aujourd'hui, on voit que chacun de ces points sont remis en question. Tout d'abord, la constitution de peuples homogènes ethnoculturellement, j'ai envie de dire, je n'ai pas besoin de revenir dessus, mais malheureusement, c'est quand même des choses qu'on connaît partout en Europe. Ensuite, le deuxième point, euh, à l'époque, si on avait un relatif ascenseur social qui se mettait en place, on voit qu'aujourd'hui, il est bloqué. On est plutôt dans des logiques de népotisme, des logiques plutocratiques. Et j'ai envie de dire que Louis Sarkozy, il est un peu l'exemple de ça. Son parrain est Martin Bouygues, le détenteur du groupe TF1 et donc de LCI sur lequel il officie. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un retour. En tout cas, on essaie de maintenir les rejetons, même s'ils sont mauvais, justement, dans les lieux de pouvoir. Ensuite, le troisième point, bah, cette classe moyenne sur laquelle vraiment s'était construite la démocratie, bah, là aussi, elle est en perdition. Elle se fait déclasser, elle voit son pouvoir d'achat justement qui commence à se réduire de jour en jour et de mois en mois à cause de la crise énergétique, d'autres crises et de ce genre de choses. Et aussi, j'ai envie de dire, le modèle productif sur lequel s'étaient construites aussi nos économies européennes, bah, aujourd'hui, on voit qu'elles sont complètement dévastées. On a eu la désindustrialisation, on a toutes nos entreprises qui sont parties à l'Est puis en Asie. Et donc, on voit que là, chacun de ces points est remis en question. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Et c'est pour ça que comment dire, les partis dits illibéraux, comme on a pu le connaître par exemple en Hongrie, aussi un peu quelque part en Italie sous diverses formes, bah, à mon avis, vont être une possible réponse dans les années à venir. C'est par exemple la notion de protectionnisme qui est revenue. Mmh. S'il y a 10 ans, vous parliez de protectionnisme, on vous traitait de ringard. C'était le monde de l'abattement des frontières économiques, de l'abattement des frontières aussi, j'ai envie de dire, physiques avec les vagues migratoires. Donc on voit que petit à petit, toutes ces petites notions comme le protectionnisme, le différentialisme, la préservation du peuple historique, ce sont des sujets qui commencent à revenir. Et à mon avis, ça donne des bonnes armes idéologiques pour les partis dits nationaux populistes, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Voilà, et Louis Sarkozy, lui, dans tout ça, est-ce que finalement, il n'arrive pas dans notre monde politique avec des idées qui sont déjà, trop vieilles et plus en accord avec ce qu'attendent, les Français? On a l'impression qu'il essaie de recycler, les choses que proposait déjà, par exemple, son père, ou en tout cas que son père a mis en place, même s'il proposait autre chose. Aujourd'hui, les Français sont déjà déçus de cette Bien politique. évidemment. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, j'avais cité le cas de l'immigration, mais bien évidemment qu'on va pas faire de petits Français à coup de lever des drapeaux avec le clairon. Évidemment qu'aujourd'hui, les flux sont tellement importants, l'immigration est tellement importante aussi, qu'on pourra plus revenir sur des logiques, à mon avis, qui sont inarrêtables. En tout cas, qu'il faut essayer d'arrêter Ouais. le plus vite possible. Donc vous avez tout à fait raison. Mais disons que, on essaye de faire peur via certains narratifs. On a vu ça pendant le Covid. On connaît ça aussi pendant la guerre en Ukraine où on vous dit demain la menace russe, même si bien évidemment la menace russe, il faut analyser les tentatives de déstabilisation, ce genre de choses, il ne faut pas être dupe, bien évidemment. Mais par contre, si on vous montre d'un côté une certaine ingérence étrangère, bien évidemment, il y en a d'autres qu'on va jamais dévoiler. Parce que par exemple, si vous prenez moi ça me fait toujours rire, vous savez, une partie des ministres se découvrent un certain courage une fois qu'ils sont plus en poste. Des Ouais. fois, on a un peu la même chose chez les militaires. Et il y avait des commissions d'enquête déjà avec Arnaud Montebourg ou Monsieur Fillon, où il disait très clairement
que toutes nos entreprises qui sont parties, Alstom, Péchinet, Alstom, ça a été un scandale. Vous savez, c'est Monsieur Perucci qui avait été retenu dans des geôles américaines. François Fillon pointait du doigt l'extraterritorialité du droit américain qui avait mis vraiment des amendes records sur nos banques et sur tout un nombre d'entreprises européennes. Bon, bah, cette ingérence étrangère, nous, en tout cas, si de notre côté, on les a dénoncés depuis des années, eux, comme par hasard, ils se retrouvent toujours un peu mutiques, en tout cas quand ça vient de ce côté-là. Donc oui, à mon avis, c'est des logiciels qui sont complètement périmés, qui ne comprennent pas les enjeux de demain, mais par contre, bah, on essaie de faire peur via le narratif du Covid, via le narratif de l'Ukraine, via le narratif de la dette, de l'explosion de la dette. Et on essaye bah, comme ça, via des narratifs sur la peur, bah, de garder encore une fois, peut-être la dernière fois, encore cet électorat pour pas qu'il file vers bah, des partis qui pourraient peut-être proposer autre chose, ou en tout cas un changement radical de logiciel. Quand on parle de logiciel périmé, est-ce que Louis Sarkozy ne va pas aussi subir les effets d'un non périmé? Parce que Nicolas Sarkozy, ça a aussi été une grande déception politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, à droite, il y a quand même cette chanson selon laquelle il a été élu pour un programme qu'il n'a jamais appliqué. Le fameux Karcher. Voilà, exactement. Le Karcher, on l'a jamais vu. Tout ce qu'a essayé de transmettre Patrick Buisson, pareil, on n'en a pas vraiment vu l'application. Aujourd'hui, Louis Sarkozy, est-ce que dans la tête des Français, c'est pas un peu le mini Nicolas qui vient une fois de plus nous bassiner, mais que personne ne prendra vraiment au sérieux parce que tout le monde est déjà un peu dégoûté justement de ses postures Sarkozy? Oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, on se rappelle souvent du père pour le côté un peu drôlatique, comique. Vous savez, c'est les Ray-Ban sur le Mm. nez, la Rolex au poignet, le dîner au Fouquet's, le yacht de Bolloré, etc., etc. Mais comme vous l'avez très bien rappelé, il y a un aspect aussi dramatique dans sa politique. C'est l'inefficacité justement de ces mesures sur la sécurité. C'est aussi la guerre en Libye. C'est aussi le passage par congrès du fameux traité de 2007 de Lisbonne. Donc la présidence Sarkozy, ça a été aussi un enchaînement de trahisons vis-à-vis du peuple français. Et là-dessus, vous avez particulièrement raison. Et pour revenir peut-être une dernière fois sur le cas américain, Trump nous a très bien démontré que même une arrivée au pouvoir, si on n'arrive pas avec des mesures radicales, une volonté vraiment tenace de s'opposer, alors là-bas on parle du fameux deep state, et ben justement votre politique se fait, excusez-moi de l'expression, bec tarès tout cru très vite justement, et il faut vraiment arriver avec des idées très, comment dire, très construites, très dures, et justement bah, une volonté de faire, de les appliquer. On le voit aux États-Unis en ce moment, Trump essaie de faire du mieux qu'il peut. Donc oui, bien évidemment que cette possible alternance un peu douce que nous propose Louis Sarkozy, à mon avis, elle est complètement anachronique, et bien évidemment qu'elle produirait aucun effet à mon avis, bénéfique pour la France, ça c'est certain en tout cas. Mm. Mm. On a parlé du phénomène Louis Sarkozy. Finalement, Louis Sarkozy, peut-être que sans son nom, sans justement les relations de ses parents et tout cet environnement dans lequel il a baigné, il n'aurait jamais eu la place qu'il a aujourd'hui, parce que ce qu'on comprend, donc, Rodolphe Carte, à travers votre ouvrage, mais ce que vous nous expliquez aussi, c'est qu'effectivement, ces propositions ne sont pas vraiment adaptées aux défis du moment et aux aspirations des Français. Donc, politiquement, est-ce qu'on doit craindre Louis Sarkozy ou est-ce que ça va rester une vedette des médias, le fils de Nicolas, et puis voilà, pas grand-chose de plus? Bah, pour être tout à fait honnête, moi je le trouve plutôt brillant dans ses interventions. Depuis peu, il a eu une émission avec Raquel Garrido sur LCI. Mm. Et c'est vrai que bah, il a un bon faire-valoir en face. En même temps, avec Raquel Garrido, c'est pas forcément difficile. Certes. Exactement. Non, mais là-dessus, je reconnais certaines qualités. Il faut être honnête aussi, même envers ses adversaires, par exemple. Et c'est vrai que bah, je pense qu'il travaille plutôt bien. Ses éditos chez VA, bon, sont, on va dire, il y a à la fois du bon et du mauvais. Mais même, par exemple, il s'est lancé dans le podcast très récemment pour un média belge, 21 News. Et comme par hasard, je vous le donne en mille, le premier invité, c'était Bruno Retailleau. Donc voilà, comme par hasard. Mais donc oui, là-dessus, je pense qu'il arrive oui, de manière complètement anachronique. Il est assez redoutable, mais par contre, moi, j'essaye à mon modeste niveau, bien évidemment, de sensibiliser en disant que c'est une fausse alternative. On va essayer de nous revendre une dernière fois comme une dernière guerre, justement, ce gouvernement d'extrême centre qui sera un peu plus dur sur les questions sécuritaires et immigration. Mais à mon avis, c'est un scam, comme disent les Mm. jeunes, ou une arnaque, pour prendre un mot, parce qu'on n'aime pas trop les Voilà. anglicismes ici. Mais donc oui, il faut à mon avis se méfier de ces petites entourloupes. Et justement, si je puis dire, c'est à nous, aux Français justement de faire émerger des propositions concrètes dans les années à venir. Et donc oui, il faut se méfier de ces arnaques qu'on va essayer de nous présenter de plus en plus.
Non, et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Rodolphe Kerr d'avoir été Merci à avec vous. nous, chers auditeurs. Si certains auraient pu se laisser tenter par Louis Sarkozy, à mon avis, ils sont peu, mais voilà, on espère que ceux-là nous écoutaient et qu'ils sont convaincus. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, De quoi Louis Sarkozy est-il le nom? L'impasse de la droite libérale conservatrice. Rodolphe Kerr, c'est aux éditions Perspective Libre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Merci puis à on vous. vous reçoit à nouveau très bientôt. Bonne journée.